Salut, c'est Maxime, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc maintenant qu'on a terminé notre projet, maintenant on va voir comment faire pour l'exporter, pour pouvoir l'utiliser dans un logiciel tiers. Donc nous on utilisera DaVinci Resolve. Alors pour bien exporter notre projet, on va voir deux paramètres à modifier dans Blender. On va voir les paramètres de rendu et les paramètres d'export. On va commencer par les paramètres d'export parce que c'est les plus simples à expliquer. Donc pour ça on va aller dans la petite imprimante ici, Output, et là on va voir des petites fenêtres qui sont ouvertes. On va commencer par la fenêtre format. Donc format, c'est très simple, c'est ici le format de notre image en pixels. Donc 1920 par 1080, c'est le standard que nous on veut. Juste en dessous ici, on va voir un pourcentage. Alors à quoi sert ce pourcentage? C'est, imaginons, vous avez votre scène, vous voulez voir son rendu, mais le rendu est beaucoup trop long. Dans ce cas, vous pouvez faire un rendu par exemple à 25%, et Blender fera un rendu, non pas à 1080, mais à 260 pixels. Ça permet donc d'avoir un visuel de notre résultat sous un format plus petit pour gagner du temps. En dessous, on va voir les aspects, donc ça on va pas toucher. Render région, on va pas toucher non plus. En dessous, on va voir ce qu'on appelle le framerate. Donc le framerate, c'est quoi? C'est le nombre d'images qu'on va voir en une seconde. Donc image par seconde ou frame par seconde. Dans l'industrie du cinéma, le standard est à 24 fps. Et c'est quelque chose qu'on aimerait reproduire, donc dans notre rendu final, on le sortira à 24 fps. Vous voyez que moi j'ai sorti mon image à 50 fps. Pourquoi j'ai fait ça? En sortant mes images à 50 fps, je pourrais les ralentir jusqu'à 50% pour arriver à 25 fps. Et ça me laissera une marge de manœuvre pour pouvoir faire des ralentis sans avoir des saccadements au niveau des images et donc que ce soit invisible à la caméra. Donc ici j'ai mis 50 fps. En dessous, on va voir le frame range. Alors le frame range, c'est tout simplement, si on prend notre timeline, de quel frame à quel frame il va faire notre rendu. Donc là, on voit que je lui ai dit, tu commences à faire le rendu à la frame 0 et tu t'arrêtes à la frame 300. Donc comment on fait pour savoir le nombre de frames dont on a besoin ici? On va tout simplement aller dans notre logiciel de montage, où on a déjà prédécoupé notre vidéo. Et ici, on va retrouver notre shot. Si je fais clic droit dessus et que je vais dans la page Fusion, donc Open in Fusion Page, ici, je vais avoir le prévisuel de ma vidéo, et en bas à gauche, on va voir ici, justement, la range que va occuper ma vidéo. Donc là, on voit qu'elle va aller de 11 990 à 12 144. Ce qui veut dire que ma vidéo fait 154 frames, 154 images. Donc là, je vais retourner dans Blender, et ici, il faudrait que je tape 154. De cette façon, j'aurai le même nombre d'images de ma séquence Blender que de mon shot dans le champ. Mais attention, ici nous avons mis un framerate à 50 images par seconde, et non pas 24, on a bien doublé le framerate. Le problème c'est que 154 images, pour un projet à 24 images par seconde, c'est à peu près 7 secondes. Mais si je passe à 50 frames, c'est plus que 3 secondes. Ce qui veut dire que ici, si je ramène mes chevaux à 154 frames, ils ne seront qu'à la moitié du parcours. Parce que la vidéo ici n'aura duré que 3 secondes et non pas 6. Donc il faut bien qu'ici je double aussi le nombre de frames, pour être sûr de générer toutes les frames à 50 fps. Comme je double mon framerate, je dois aussi doubler le nombre de frames que je génère. Ensuite, en dessous, on va voir un petit menu step. Step, ici on va le laisser à 1. Si je le mets à 2, ça veut dire qu'il va générer une image sur 2. À 3, il va générer une image sur 3. Nous, on va laisser à 1. Stem Scratching, on va pas toucher. Stereoscopy, on va pas toucher. Et Output, on va aller voir ce que c'est. Donc d'Output, ici, on a un petit dossier qui va nous permettre de choisir le dossier où on veut stocker les différentes images qu'on va générer. Ici, on va lui dire si le fichier doit avoir le nombre d'extensions, donc on va mettre oui. Dans le rendu de cache, c'est pour si on veut mettre notre rendu en cache, tout simplement. Donc on va pas cocher. Et en dessous, on a le format de fichier. Donc là, on a le choix soit en image, soit en film, en movie. Je déconseille d'utiliser le movie parce que le problème c'est qu'il va faire tout en un seul fichier et si votre logiciel plante, vous perdrez votre fichier. L'autre raison c'est que les vidéos naturellement compressent les images et nous on veut pas une image compressée, donc on va plutôt se tourner vers l'image. Dans les formats d'image on va avoir deux types de fichiers qui vont nous intéresser. On va voir en premier le PNG parce que le PNG va nous permettre de sortir de l'alpha et surtout c'est un format de fichier qui ne détruit pas les valeurs de pixels lorsqu'il est compressé. Donc ici dans Color on va mettre RGBA, A pour l'alpha. Et dans profondeur de couleur, on va mettre du 16 bits. Pourquoi 16? Tout simplement pour avoir un maximum de valeurs possibles dans nos pixels. Compression, donc comme je vous l'ai dit, on pourrait mettre à 100% parce que la compression n'est pas destructrice sur un PNG, mais plus on va augmenter la compression, plus le temps de rendu sera long. Donc nous on va laisser à 15 qui est la valeur par défaut, et on ne va pas toucher. Image séquence ici, donc là on a overwrite, c'est est-ce qu'il va écraser un fichier qui a le même nom dans notre dossier. Donc on va aller, en général on va mettre oui. Et placeholder, c'est est-ce que quand je fais un rendu, il va créer un nouveau dossier. Donc là, vous pouvez mettre oui ou non en fonction de ce que vous voulez. Color Management, on va pas toucher. Le deuxième format qui va être intéressant, ça va être l'OpenEXR. L'OpenEXR va nous permettre de gérer l'alpha, comme le PNG,
mais surtout sa profondeur de couleur va être encore plus grande que le PNG. Vous voyez qu'ici, si je passe en full, je vais avoir des canaux de couleur de 32 bits, et donc pas 16 comme avec le PNG. Donc en majorité, personnellement, j'ai utilisé l'OpenXR, mais le problème c'est qu'il est beaucoup plus lourd que le PNG. Maintenant que ça c'est fait, on va aller voir les différentes passes qu'on aimerait rendre avec notre image. Parce que pour bien travailler notre image en post-production, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des passes, des différentes passes d'image qui vont nous permettre soit de rajouter de la profondeur, forcer les noirs par exemple, etc. etc. Donc pour l'instant, ne vous prenez pas trop la tête dessus, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus précisément quand on les utilisera dans DaVinci Resolve. Donc pour l'instant, vous allez juste faire la même chose que moi, nous allons cocher la combine. Alors la combine, c'est tout simplement le rendu brut de Blender. Nous allons cocher la mist. Donc la mist, c'est ce qui va nous permettre de donner de la profondeur. Si je viens ici, là-haut, que je passe en render, et dans render pass ici, je viens cocher la mist. Si je rentre dans ma caméra, ici, on va retirer l'image. On voit que j'ai un dégradé de noir vers le blanc. C'est grâce à ce dégradé qu'en post-production, on va pouvoir créer une simulation de la profondeur atmosphérique. Pour régler notre mist, une fois qu'elle est cochée, on peut aller dans World. Et là, on a un petit menu Mist Pass qui vient de s'afficher. Donc en Start, on va se mettre au plus proche de la caméra, donc 0 ou 0,1. Et pour avoir la profondeur, on va aller ici dans Caméra, Viewport Display, et ici, on va cocher Mist. En faisant ceci, si je quitte ici ma vue de caméra, on a un petit trait ici qui est apparu. Vous voyez, si je coche et décoche, il s'affiche et se désaffiche. Ce trait, je vais pouvoir contrôler du coup la longueur grâce à cette profondeur. Vous voyez qu'ici, si je le réduis, mon dégradé va bouger. Et du coup, cette profondeur, nous, on va l'amener jusqu'au bout de notre plan là-bas, ce qui correspond à nos arbres. Si ici, je viens afficher mes arbres, donc on va aller dans Magpie, on va voir mes arbres au fond qui sont beaucoup plus blancs que mes chevaux et mon cube de devant. Ensuite, nous allons cocher le calque d'Ambient Occlusion. Alors l'Ambient Occlusion, à quoi il ressemble? Si je vais le chercher, là, il ressemble à ceci. Alors à quoi il va nous servir? Il va nous servir tout simplement à forcer les noirs et à forcer les ombres de contact. Une fois qu'on a coché ces différents calques, on va pouvoir revenir ici dans Output Properties, retourner dans le Output, et là maintenant nous avons plusieurs calques. Une des solutions serait de sortir une image par calque, et du coup pour chaque frame on aurait 3 images. On aurait une image en brut, en combine, une image pour la profondeur atmosphérique, la mist, et une image pour l'ambient occlusion, pour forcer les ombres. Mais avec Blender, on a un format en OpenEXR qui nous permet de sortir toutes les passes dans un seul et même fichier. Donc ici, on va aller cliquer sur OpenEXR Multilayer. Et de cette façon, j'aurai un seul fichier, donc une seule image, mais dans ce fichier, j'aurai les données des différentes passes. Attention, ce fichier du coup est plus lourd qu'un OpenEXR standard, parce qu'il y aura les 3 calques à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir les paramètres de rendu. Donc pour ça, on va aller ici dans Render. La première chose à faire ici, ça va être de passer en Cycle. Pourquoi Cycle? Pour faire rapidement, tout simplement parce que c'est un moteur de rendu qui est en lancer de rayon, et du coup il va être le plus physiquement correct par rapport à la réalité. Et nous, comme on veut un rendu réaliste, parce que c'est pour l'intégrer dans un plan réel, eh bien on va aller chercher du Cycle. Ici dans Feature Set, on va se mettre en expérimental. Il y a un petit panneau attention, mais il ne faut pas faire attention, même si c'est en expérimental, c'est très stable, donc jamais eu de problème là-dessus. Et ici dans Device, on va aller chercher GPU Compute. Si vous il est grisé ou que vous ne l'avez pas, il va falloir aller ici dans Edit, Préférences, Système, et ici aller dans Optics et cocher votre carte graphique. Si vous n'avez pas une carte Nvidia, mais une AMD, vous allez aller dans CUDA et cocher votre carte graphique. Et il me semble que si vous êtes sur un Mac ou Apple, ça doit être du One API ou un truc comme ça. Je vous laisserai regarder. Ensuite, nous avons le sampling. Alors le sampling, c'est tout simplement la qualité de votre image à la sortie. Donc je vous conseille en fonction de la puissance de votre PC de mettre 128, 256 ou 512 samples. Au-dessus, je pense pas que ce soit nécessaire, sauf si vraiment vous faites du volume avec des jeux de lumière, mais 512 en général ça suffit. On va cocher ici le Noise Threshold qui en gros est la définition de notre sampling. Donc moi je le mets à 0,1. Plus vous le mettrez bas, plus votre sampling sera précis, mais plus votre rendu sera lourd. Donc 1 c'est trop gros je trouve, 0,1 c'est un peu le juste milieu que j'ai trouvé en faisant mes scènes. Ensuite, nous avons le Light Pass. Donc le Light Pass, lorsqu'on l'ouvre et qu'on voit tous ces chiffres, on peut se dire « Oula, c'est le bordel ». Mais je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement. Pour commencer, on va regarder déjà comment fonctionne la lumière et les couleurs dans notre monde en réalité. Donc simplement, on va voir un soleil, on va voir un cube, par exemple, et on va voir notre œil. Donc comment la lumière et les couleurs vont fonctionner dans la réalité? On va voir le soleil qui va envoyer un rayon lumineux sur la surface du cube. Ce cube va absorber une certaine plage du spectre colorimétrique. Donc on va dire que là, la surface du cube va absorber le vert, et donc il va nous renvoyer une couleur qui va ressembler à peu près au violette, et nous on va voir un cube violet. Donc c'est comme ça qu'on fait pour voir les différentes couleurs de notre monde. Donc ça c'est ce qu'on appelle un lancer de rayon. Il y a un rayon du soleil qui vient taper un objet et qui vient ensuite frapper notre œil. Donc Blender avec le moteur de rendu Cycle, ça va utiliser le même principe de lancer de rayon,
Sauf que au lieu que ce soit un soleil, ça va être la caméra qui va envoyer des rayons par rapport aux pixels de notre image. Donc pour chaque pixel, il va envoyer un rayon. Ce rayon va rebondir sur notre cube, il va ensuite aller chercher la lumière de notre scène, et en fonction de l'angle qu'on va retrouver ici sur notre rayon, et de la distance entre le point d'impact et la lumière, il va déterminer une couleur pour le pixel. Donc ici dans la diffuse on va mettre 1 parce que ça sera grandement suffisant pour avoir les bonnes propriétés de la lumière. Ensuite la glossy ça va être le nombre de fois que les objets vont se refléter entre eux. Donc je vais mettre un deuxième cube pour qu'on puisse le visualiser, je vais le tourner un peu comme cela, et ici on va mettre la roughtesse à 0 et on va les mettre en noir. Donc là on voit que les cubes se reflètent. Si ici je la passe à 0, on voit que c'est noir parce qu'il ne reflète rien du tout. Si je passe à 1, ça va se refléter à un seul niveau. Si je passe à 2, ça va se refléter une fois de plus, et encore et encore. Donc nous la glossy, on peut la laisser à 2. C'est très rare qu'on va monter à plus, sauf si vraiment vous avez énormément d'objets réflectifs, genre des jeux de miroirs, etc. Mais sinon, 2 ça suffit. Donc là on va pouvoir l'enlever. Donc la transmission ici, ça va être différent des deux autres, ça va être le nombre de fois que le rayon traverse une surface. Donc on va laisser la roughtesse à 0, et on va mettre le weight à 1, et j'ai mis un cube derrière pour bien visualiser ce que ça donne. Donc là on va mettre la transmission à 0. Si je mets 0, on voit que le rayon ne traverse même pas la première face, il va rebondir et revenir vers la caméra. Si je mets 1, il va traverser la première face, mais il ne va pas traverser la deuxième surface du cube. Alors que si je mets 2, il va traverser le premier cube, mais il va pas traverser le deuxième. On voit ici, il va rebondir sur la première face du deuxième cube. Si je mets 3, il va traverser la face du cube, et 4, il va traverser les deux cubes, et on voit les chevaux qui sont derrière. La transmission, ici, on peut mettre un nombre élevé, on pourrait même mettre 1024, parce que tant qu'il n'y aura pas de surface à traverser, il n'y aura pas de calcul de fait. Contrairement à la diffuse ou la glossy, où si je mets 1024, le rayon va rebondir 1024 fois, ce qui est énorme. Ensuite, nous avons ici la transparence. Donc la transparence, ça va être la même chose que pour la transmission, ça va être combien de fois une surface va être traversée. Donc ici, si je mets l'alpha à 0, que je mets transparence à 0, on voit qu'il ne traverse pas. Si je mets 1, il va traverser la première surface, 2, il va traverser la deuxième, on va voir le deuxième cube, 3, il va traverser la surface du deuxième cube, et 4, on va voir derrière. Donc bien garder en tête que diffuse et glossy, c'est le nombre de rebonds que va faire le rayon, transmission et transparence, c'est le nombre de faces que le rayon va traverser. Ensuite, le clamping, vous conseille juste de mettre 10 en direct et 1 en indirect comme moi, ça permet tout simplement de réduire et améliorer la qualité de la lumière qui va venir sur les objets, surtout quand les lumières sont très puissantes. Caustique, on va pas toucher, et on va être bon. Si vous avez beaucoup de mouvements dans votre scène, je vous conseille ici de cocher le motion blur. Le motion blur va tout simplement nous permettre d'avoir cet effet de flou de vitesse lorsque nous avons des objets très rapides. Ensuite, dans film, on va avoir une petite case transparent qui va nous permettre de cacher ou non le fond de notre monde. Ce qui va être très intéressant dans notre projet, car on va rendre sur différents calques, on va rendre un calque pour le château, un calque pour les arbres, un calque pour les chevaux, etc. etc. Donc c'est ici qu'on viendra cocher ou décocher en fonction de si on veut isoler ou pas notre rendu du fond de notre scène. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à faire le rendu de notre scène et commencer à l'améliorer et faire le compositing.